Bonjour à vous, bienvenue à l'Université de La Réunion, l'Université numérique de La Réunion pour cette nouvelle causerie du sport avec Didier Roustan, figure emblématique du journalisme sportif français, qui a officié longtemps à Téléfoot, qui travaille désormais à l'équipe 21 et qui est l'auteur de ce remarquable ouvrage Puzzle où il nous raconte un peu son parcours. Salut Didier. Salut Salim. Très heureux de t'avoir parmi nous une nouvelle fois. On va poursuivre notre entretien qui est passionnant. On a parlé de Cantona, de Maradona, de Platini, de Socrates, d'Aimé Jacquet, du football offensif. J'ai envie de te poser une question simple. Elles sont toutes simples, mes questions. Quels sont les joueurs, les entraîneurs et les équipes qui te font rêver aujourd'hui? Rêver, le mot est un peu fort parce que malheureusement le système des compétitions et même l'évolution du football, je trouve, ne prête plus trop au rêve. Et quand on parle football maintenant et qu'on lit des choses sur le football, il y a beaucoup de pollution à travers des tas d'histoires, à travers l'argent, etc. Et voilà, il fut une époque où voilà, tu t'es concentré sur le jeu, sur le football, et maintenant le football fait plus vendre avec des choses qui se passent à la périphérie, les transferts, un entraîneur qui va encore aller là, etc. Les coulisses de ceci, les coulisses de cela. C'est devenu ouais, une sorte de magical mystery tour, voilà, du spectacle pour le spectacle. Ça se doit d'être un spectacle, qu'on y prenne du plaisir, bien sûr, mais le spectacle pour le spectacle, et c'est pas toujours très sain, quoi. Et les gens qui y gravitent désormais, il y a toujours eu des gens qui étaient là et qui n'avaient rien à y faire, qui n'étaient pas là pour le sport. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'argent autour du foot, quoi, que tu avais commencé avec une citation de Pasolini pour le premier passage, quoi. Le football permet de redonner de la dignité à ceux qui ne possèdent de rien dans le quotidien, qui n'ont pas grand-chose. À la base, c'était ça. Et aujourd'hui, tu t'aperçois que il reste populaire dans le sens où il touche beaucoup de gens et il intéresse beaucoup de gens. Mais déjà, dans les faits, en Europe, si tu veux un abonnement à Arsenal ou enfin au PSG ou je sais pas trop où, il est pas populaire, quoi. Il faut te couper un bras si tu veux. Donc tout est question d'argent. Il est resté populaire, bizarrement. J'en parlais avec Francescoli, merveilleux joueur d'autrefois de River Plate et qui est passé par le championnat français avec Matra Racing et l'OM, et on s'en souvient encore là-bas, et qui est directeur sportif désormais de River Plate. Il est resté très populaire en Amérique du Sud, dans le sens où il n'y a pas les mêmes enjeux financiers. Il a baissé de qualité parce qu'aujourd'hui, les joueurs sud-américains, autrefois, ils quittaient leur continent, mais à l'âge de 26, 27, voilà, Zico doit aller à l'Udinese, il a 28, 29 ans, il a fait l'essentiel de sa carrière à Flamengo. On parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec toi du Brésil 82. Le Brésil 82, le 11 majeur, ils jouaient tous dans le championnat brésilien, qui avait donc un certain niveau, sauf Falcao, qui était déjà à la Roma. Et lui me disait, bizarrement, la qualité de jeu n'est plus là. On n'a pas des stades à même de recevoir, comme en Europe, des gens dans de bonnes conditions. Mais le football est resté immensément populaire et les gens, voilà, raffolent toujours de ça. Donc, en cela, par rapport à ce que disait Pasolini, pour l'Amérique du Sud, voilà, ça permet à ces gens-là d'avoir quelque chose, de retrouver la dignité à travers la victoire de l'équipe qui suivent, etc. Et tout. En Europe, il n'y a plus beaucoup d'histoires de dignité, puisque tout est porté sur l'argent. Donc, des équipes qui font rêver ou des matchs qui font rêver,
c'est par bribes, quoi. Il faut trouver le bonheur là où il se trouve. Tu vois, il y a entre trois bouses de vache, tu vas trouver deux coquelicots ou un petit chat qui se met comme ça pour se faire gratter le ventre, quoi. Des choses touchantes. Donc, voilà, faut avoir le nez creux. Mais il n'y a pas une équipe fondamentalement ou un jeu fondamentalement. Voilà, il y a des fois des petites épopées. Bon, tu as été proche de Bielsa. Et c'est vrai que moi j'ai vu ça avec de la distance, mais ce qu'il a réalisé à Leeds ou sur une saison à Marseille, c'était fantastique. Donc là, oui, tu allais voir jouer Marseille ou tu regardais la télévision alors que tu avais le choix entre quelques matchs, tu voulais voir Marseille parce que Klopp a créé cette chose-là à Liverpool. Et ces adieux ont été extrêmement touchants parce que c'est allé au-delà du football. Et quelque part, il redonnait là de la dignité à ce club qui avait pu être champion depuis 90 et qui passait par des moments difficiles. Donc, il y a encore des épopées, il y a encore des belles choses, bien sûr. Mais un courant qui te ferait rêver, si tu veux, je le vois pas trop. Quand tu vois le Real Madrid, j'ai rien contre le Real, qui est un club prestigieux, formidable, etc. Mais qui, sur presque la durée d'un match à Manchester City, va le Real qui a le plus grand budget du monde, tu vois, justement avec Manchester City, enfin bon, eh bien, tu vas avoir 11 joueurs qui ne font que défendre, quelque part, ça me fait pas rêver. Mais d'un autre côté, tu peux dire c'est beau parce qu'ils savent bien qu'avec la qualité technique des joueurs de Manchester City, ils n'auront pas beaucoup de ballons, donc ils ont une tactique comme ça, mais ça ne me fait pas trop rêver, quoi. Voilà. Mais il y a encore des belles choses, heureusement. Didier, j'aimerais que tu me parles d'un club qui m'est cher, l'Olympique de Marseille. C'est un club que tu connais Ouais, bien. Tu l'as ouais, suivi pendant longtemps, tu continues à suivre. Tu as ouais, beaucoup connu Bernard Tapie, président ouais. emblématique. J'aimerais que tu nous en dises deux mots. Et j'aimerais également que tu nous dises comment tu vois un peu l'évolution de l'OM aujourd'hui. Alors, avant tapis, voyons l'évolution de l'OM. Je pense malheureusement que pour l'OM, maintenant, pour réussir, enfin, pour être vraiment dans le top 15, si tu veux, parce que là, c'est pareil. Il y a plus de les clubs de l'Est à l'époque avaient un certain niveau. Maintenant, comme il n'y a plus personne depuis l'arrêt d'Haussmann et qu'il n'y a pas d'argent, et comme l'argent va à l'argent, plus tu fais la Ligue des Champions, plus tu es riche, plus ceci, cela. Bon, c'est comme ça. Donc, le football se limite à 6 7 pays, on va dire, pour la Ligue des Champions. Si Marseille doit être régulier comme l'est le PSG aujourd'hui en Ligue des Champions, en étant huitième, quart, demi, un coup final, et puis un coup ils la gagneront bien, etc. Malheureusement, il y a pas 36 possibilités. Ça reste une question d'argent, quoi. Hmm. Et tant qu'ils n'auront pas cette manne financière, alors ils ont un environnement qui est très propice à cette passion, et... mais c'est à double tranchant. Le revers de ça, c'est que tu peux pas à Marseille travailler sur la durée. C'est vrai. Les gens veulent tout de suite des résultats, des choses comme ça. Alors, bon, tu fais tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi une constante dans le football. L'argent est une chose, mais si tu travailles pas dans la durée, ça peut pas non plus se passer très bien. Et on le voit avec Manchester City, il travaille quand même dans la durée. Guardiola est là depuis 8 ans. Et ça se ressent aussi. Mais tout Guardiola qu'il est, à Marseille, ça serait difficile si tu n'as pas d'argent. Sauf si tu laisses Guardiola 8 ans à l'OM, parce qu'ils ont quand même de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un budget de rien du tout. Si tu laissais Guardiola 8 ans à l'OM, alors là, tu pourrais
avec le budget que tu as, et comme l'argent va à l'argent, tu ferais la Ligue des Champions chaque saison, donc et que tu irais un peu relativement loin, donc tu aurais toujours 60 millions d'euros qui arrivent en plus, des joueurs qui disent, oh là là, à Marseille, il se passe quelque chose, qui ont aussi une envie sportive au-delà de l'envie financière, même si l'envie financière prend toujours le dessus, mais bon, tu as quand même de l'argent. Là, ça pourrait coller. Mais c'est là où je dis que c'est impossible à Marseille, parce que à Marseille, on n'a pas le temps. Et tu vois, avec un Bielsa, si Bielsa, qui aimait l'OM, qui prenait du plaisir à entraîner l'OM, etc. et tout, si à ce moment-là, il lui avait donné vraiment 100% des clés du sportif, et ok, comme en Angleterre, le sportif, on s'en occupe pas. Le sportif, c'est toi. Nous, bon, bah, on s'occupe de la pérennité du club, de ceci, de cela, et on fera tout notre possible pour t'amener les joueurs que tu peux. Si financièrement on peut pas, bah, on fera, etc. et tout. Et Bielsa ou un Guardiola, s'il était à l'OM, serait assez intelligent pour le comprendre et l'admettre. Alors là, tu aurais pu avoir quelque chose de formidable. Mais et même en France, il y a pas que cet environnement qui peut être aussi un poison parce que tu n'as pas la patience. Il y a aussi des dirigeants qui n'ont pas forcément l'envergure ou des guerres de clans ou des choses comme ça. Tu crois que c'est professionnel et quand tu grattes un peu, voilà, ça vole pas toujours bien haut. Donc, pour l'OM, je pense que c'est en l'état actuel des choses, c'est compliqué pour passer un certain cap. Pour revenir à Tapi, ben écoute, Tapi, il a amené des choses, c'est indéniable. C'était un catalyseur d'énergie formidable. Il avait des idées, il avait une force de persuasion et des choses. Et il était malin comme un vieux singe. Et il avait quelque chose en lui que j'apprécie dans ce pays où cette société où tout devient un peu plus compliqué et où les gens c'est toujours perdu d'avance, où évidemment on est un peu recroquevillé sur soi-même, on veut pas prendre de risques. Tapi avait cette chose, c'est que rien n'est impossible. Donc ça a un côté voilà assez sympa. Je me souviens que Michel Hidalgo, autre grand personnage du football français, qui était alors directeur général du football à l'OM. Quand Tapi arrive, et j'étais très proche de Michel, Michel me dit, Tapi me demande quel est le meilleur défenseur du monde. Alors je lui dis, le meilleur défenseur du monde, c'était en 86. Il dit Karl-Heinz Forster. Il me dit, bon, on va le faire signer à l'OM. Alors, à l'époque, il jouait à Stuttgart, Forster, et c'était impossible de prendre Forster, tout ça, pourquoi il ira à l'OM, tout ça et tout. Et Hidalgo lui dit, mais c'est impossible, il quittera jamais Stuttgart, les grands clubs italiens l'ont voulu à un moment, les trucs, pourquoi tu veux qu'il aille à l'OM et tout. Il dit, je vais m'occuper d'un rendez-vous, je vais réserver l'avion privé, le machin, truc, il l'appelle 2 heures après, bon, on part demain, 10 heures, je sais plus quelle heure, enfin tu vois, Michel me raconte ça, tout ça et tout. Ils sont allés à Stuttgart, ils ont vu Forster, le président de Stuttgart, machin, le truc, et Forster a signé à l'OM. Tu vois? Donc, bon, il avait cette force. À côté de ça, parce que c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, il avait une face beaucoup moins poétique et romantique. Et comme lui aussi fait partie de ces gens pressés, parce que l'OM c'était une étape pour autre chose, etc., notamment la politique, bah, il s'est brûlé les ailes et il avait des côtés très attachants. C'était un grand charmeur, mais du coup un grand manipulateur aussi. Il fallait vraiment prendre ses distances, ce que j'ai toujours fait, parce que moi j'étais patron de téléfoot et je voulais pas être tributaire d'une amitié qui souhaitait et qui sollicitait en permanence pour après être comme ça dans mes commentaires et me mettre un rat dans la cervelle en me disant bon là l'OM a mal joué, un tel a triché, enfin dans le jeu, hein, je veux dire en faisant semblant pour un pénalty, putain mais si je dis ça, ça va faire de la peine à Bernard, c'est mon pote, tout ça, enfin tu vois, il faut garder cette indépendance. Donc j'ai toujours bien pris soin de la garder, et Dieu sait s'il a fait le forcing.
Mais ouais, après, il est allé trop loin dans certains domaines parce que je te dis, il était pressé et il y a une part d'irrationnel dans le football et la manière la plus simple de la diminuer était de faire des choses qui ont été prouvées et encore tout n'a pas été dit, qui étaient vraiment à l'encontre d'une certaine éthique, quoi. Didier, tu as voyagé partout à travers la France du football. J'aimerais que tu nous dises quels sont les stades qui t'ont le plus marqué en France et au niveau Mhm. mondial, quelles sont les enceintes sportives qui t'ont le plus impressionné. Alors moi, mon stade, c'est toujours pareil, hein, le football te relie à l'enfance, ce qui fait ta force, ce qui fait que à un âge assez avancé, tu peux garder une certaine passion et pas te raisonner en disant mais quand même bon tout ça, le football, il y a quand même des choses plus importantes et tout. Bon, ça n'empêche pas que tu peux attacher de l'importance à d'autres choses, mais pour moi, le plus beau stade du monde, c'est le stade des Hespérides, celui qui se trouve donc à 50-100 mètres de chez moi à Cannes, quoi, qui se trouvait, enfin, parce que maintenant, il existe encore juste un terrain, mais les professionnels, ça fait longtemps qu'ils jouent à la Boca, quoi, donc Mhm. à l'autre bout de Cannes, et que ce terrain est plus ou moins abandonné. Mais ça a été le terrain de mon enfance, c'est là où je jouais avec les équipes de la SCAN, c'est là où j'allais applaudir les joueurs de la SCAN qui jouent en deuxième division et tout. Pour moi, c'est le plus beau stade du monde, même si c'est un stade où il y a des palmiers derrière, tout ça et tout, d'une capacité de 10 000 personnes, où il y avait à l'époque un très beau gazon, tout ça. Pour moi, c'est le plus beau stade. Après, si on met le cœur de côté, enfin, qu'on a un petit peu plus de recul, alors le Vélodrome, mais l'ancien, celui où il y avait d'ailleurs une piste où m'amenait mon père quand j'étais petit, j'avais 10 11 ans, parce que mon père est marseillais, donc c'est pour ça qu'avec l'OM, il y a une histoire d'amour un peu plus prononcée qu'avec d'autres clubs de manière générale. Et ce stade, on était assis sur des tribunes de bois, etc. Bon, c'était. J'aime les stades en fait qui ont une âme, tu vois. Pour en terminer avec les stades, je dirais que le Parc des Princes est le stade le plus formidable, je trouve, en France. Pour moi, le Stade de France n'est pas un stade de football, quoi. Tu vois, c'est une sorte de grande navette spatiale qui est là. On est loin du jeu, etc. C'est moins le stade de Saint-Étienne aussi, parce il est très à l'anglaise. Voilà, c'est les stades en France qui me viennent à l'esprit en premier lieu. Oui, je dis j'aime les stades qui ont une âme. C'est pour ça que euh, quand je vais en Amérique du Sud, je retrouve ce football populaire. Et quand je m'installe, il y a un club que j'aime beaucoup qui s'appelle le club du Huracan, qui est l'un des clubs de Mhm. Buenos Aires, qui n'a pas gagné 10 000 titres. Le dernier, c'était en 73. J'aime beaucoup aussi Boca Juniors, River, tout ça et tout. Et tu es assis, comme dans certains stades mexicains, je me souviens, euh, les, comment dire, là où tu t'assieds, c'est du béton, quoi. Mais alors, c'est marrant parce que tu as quand même les coudières où tu peux te mettre comme ça, mais c'est du béton. Et c'est très bien. Bon, de toute manière, ils sont toujours debout, machin, truc. Et c'est des stades qui n'ont pas de tribune couverte en général. Donc, s'il pleut, tu prends tout sur la tronche, mais tu t'adaptes. Pour moi, c'est ça le football. Tu dois être debout, tu peux prendre la pluie, tu peux prendre le vent. C'est pas très important. Moi, dès qu'on a mis j'ai suivi des fois des matchs en loge parce que j'étais invité, j'y allais par politesse, mais j'étais malheureux comme la pierre parce que dans une loge, tu vois, même si tu es à l'extérieur, mais savoir que derrière il y a une champagne, des petits fours, des gens qui sont machins, qui sont trucs, bon, c'est pas. Donc, et quand je vois les nouveaux stades monstres là qui arrivent, quand je vois le stade de Bernabéu fermé, j'ai connu évidemment les anciens stades de Bernabéu, qui était un super magnifique stade. J'ai l'impression que c'est une cocotte minute, quoi, et que tout est en aluminium. Alors là, du bois, il y en a plus, quoi, du ciment, il y en a plus. Tout est, voilà, c'est quelque chose qui me paraît factice, mais qui est adapté, qui est là pour faire de l'argent,
pas autre chose. Le stade de l'Atlético Madrid, c'est pareil. Le nouveau stade, celui de Tottenham, c'est pareil. Et j'ai connu Vicente Calderón, White Hart Lane, tout ça et tout. Voilà, c'était des stades qui respiraient le football. On sentait qu'il y avait quand on rentrait dans ces stades, l'ancien Wembley par rapport au nouveau Wembley, par exemple, était la première fois que je suis allé dans ce Wembley-là. C'était vers 81, je pense. On appelait ça le temple du football, ça c'était son appellation, et c'était fantastique. Il y avait tout un cérémonial. Je me souviens quand on montait dans la tribune de presse, on devait prendre un ascenseur qui était assez grand, tu sais, comme un peu dans les hôpitaux ou des choses comme ça. Et il y avait un monsieur d'un certain âge, qui avait plus de 70 ans, tu vois, habillé comme devant Buckingham Palace, enfin, ou quelque chose de très majestueux, et qui t'ouvrait l'ascenseur, qui s'ouvrait comme ça, et, enfin, pas comme ça, mais comme ça, tu vois, enfin, sur roulette, là, hop, il montait avec toi, et le truc, paf, il montait. Tu étais, voilà, tu étais hors du temps. C'était toute l'histoire de Wembley et du football anglais qui était avec ce monsieur, si tu veux, tu vois. Aujourd'hui, à mon avis, l'ascenseur, tu dois appeler ascenseur, il n'y a personne, tu vois, ça s'ouvre automatiquement, pif paf. Un jour, tu appuieras même plus sur un bouton, tu diras, je vais au 7e, pof, il partira, un truc. Bon. Enfin voilà, je suis un peu. Dans ce sens-là, voilà, je suis resté. Voilà, comme je suis resté rock, tu vois, je suis pas rap. Il y a des choses où j'évolue, où je bouge, il y a des choses où, voilà, je suis plus ému par, voilà, ça me paraît plus humain, tout ça. Didier, qui est selon toi le plus grand joueur de tous les temps et pourquoi? Alors, le plus grand joueur de tous les temps, forcément, ça se joue entre Maradona et Pelé. Pour moi, hein. Après, Cruyff, Messi, Di Stefano, que j'ai pas connu, mais il paraît que bon, il a révolutionné le poste d'avant-centre, il avait partout, etc. Il avait tout. Les anciens m'en parlent, voilà, avec des yeux qui brillent. Pelé, parce que Pelé, il avait tout, quoi. Et puis, il a inventé aussi le football. Alors, c'est injuste pour un footballeur qui arrive maintenant. Forcément, il ne peut pas l'inventer, puisque le football, je veux dire, c'est toute une histoire. C'était peut-être plus facile de l'inventer en 1960 qu'en 2024. Mais il avait cette vélocité, cette puissance, mais aussi cette fantaisie, cette créativité. Il avait la tête, le pied droit, le pied gauche, le courage, le dribble, l'accélération. Voilà, c'était un mélange parfait de ce que peut être un footballeur, quoi. Alors Maradona, lui, c'est différent. Lui aussi avait tout, un peu moins le jeu de tête et un peu moins le pied droit, peut-être un art du dribble plus prononcé. Je pense que quand on pense à Maradona, il y a aussi quelque chose qui dépasse le football. Il y a un romantisme sans doute plus fort encore avec Maradona, dont on est un peu plus proche aussi dans le temps, parce que Maradona, c'est les années 80, Pelé, c'est les années 60, jusqu'à la Coupe du Monde 70, puisque après, il a plus ou moins se retiré, il ira au Cosmos, etc. et tout. Et ça fait presque 2 décennies d'écart, quoi. Donc, on a plus vu jouer Maradona, on a plus connu Maradona, on est plus proche de Maradona que de Pelé, mais j'ai été très proche de Pelé joueur, et même si je l'ai connu alors qu'il était en fin de carrière. Et le hasard des choses a fait que je l'ai connu aussi en étant patron de Téléfoot et en préparant une émission avec lui très particulière où j'avais fait une petite panthère, un tigre, mais des vrais, quoi, hein, mais heureusement des bébés et tout ça. Bon. Et où je l'avais connu après par rapport au syndicat mondial, parce que lui était ministre des Sports au Brésil. Et j'avais adoré l'homme aussi, même si, ok, il donne l'impression de s'être vendu aux Américains ou des choses comme ça. Mais c'est plus complexe que ça. Mais je pense que c'était vraiment une bonne personne. Mais je dirais Pelé quand même. Et les anciens, parce que pour comparer par rapport à des footballeurs de maintenant, il faut les avoir connus aussi. Et tous les anciens te diront
qui ont connu Maradona. Un gars comme Menotti, qui nous a quittés il y a pas longtemps, César Mm. Luis Menotti, qui est passé à Santos, donc qui a connu un peu Pelé, mais qui a vu Pelé jouer des Copa Libertadores, venir avec Santos, jouer à Boca, tout ça et tout. Dans les interviews, il disait toujours, et pourtant, je sais qu'il aime Maradona, qui connaît le talent de Maradona footballeur. Il disait toujours, quand il y avait ce genre de questions, il disait, bon, on va mettre Pelé de côté, parce que Pelé, c'est extraterrestre, c'est... Non, Pelé, c'est autre chose. Pelé, tu peux pas, Pelé, voilà. Et c'est, voilà, et César Menotti, il connaît un peu, tu vois, et je te dis, lui, il est bien placé pour parler de Maradona. Mais il a connu, bien mieux que moi d'ailleurs, Pelé. Donc Pelé. Et Menotti était argentin d'ailleurs. Ouais, en plus, Mm. un Argentin qui dit comme ça du bien d'un Brésilien, c'est que voilà, c'est hors norme. Voilà. Il y a Pelé et les autres. Didier, pour toi, qui est le meilleur numéro 9 de tous les temps? Ah, le meilleur numéro 9. Alors, celui qui a marqué ma génération, qui était un 9 redoutable, était Gerd Müller. Alors, c'était un 9 à l'ancienne, c'était plus un renard des surfaces, pas très grand, un centre de gravité très bas avec des cuisses énormes qui lui permettaient de pivoter très rapidement et tout, un sens du but inégalé, parce qu'il faut toujours avoir un petit coup d'avance quoi, dans l'anticipation, dans le placement, des choses comme ça, pour un avant-centre, bien sûr. Bon des deux pieds, bon de la tête, même s'il n'était pas très grand, mais ça n'a pas toujours quelque chose à voir, surtout en ces temps-là où il n'y avait pas des joueurs d'un 90 en défense centrale, quoi, tu vois, c'était un 82 et tout, donc si tu fais un 72, 73, ça va, tu peux encore... non, Muller était impressionnant. Alors, pour parler d'un avant-centre moderne, même si ça date quand même, je pense que le plus complet, alors oui, il y a eu Eusebio qui était plus rapide que Muller, ça a été un peu l'évolution, tout ça. Alors après, j'en oublie peut-être, mais celui qui me vient à l'esprit là, parce que lui aussi, pied droit, pied gauche, QI football, sens du placement, mais sur qui tu pouvais aussi t'appuyer pour des déviations, des choses comme ça. Mais tu pouvais t'appuyer sur Gerd Müller. Dos au but, il était intelligent et très fort aussi. Je pense à Marco Van Basten. Je pense à Van Basten. Parce que après, Messi à Barcelone était un faux avant-centre. Après, on a demandé autre chose à un avant-centre, quoi. Avant, c'était le but, le but, le but. Alors, il y a toujours des joueurs où c'est le but, le but, le but, mais ils ne sont pas spécialement avant-centre, ils peuvent être sur le côté, ils peuvent être. C'est différent. Dans le football dit moderne, qui commence à être un peu moderne, ouais, je dirais Van Basten. Didier, si tu devais ne retenir qu'un seul joueur, qui serait-il? Ah, alors là, c'est différent de ta question, quel était le plus grand de tous les temps, qu'un seul joueur? Un seul. Ah, je dirais Maradona. Je dirais Maradona. On va parler, Didier, de l'association que tu as fondée, Foot Citoyen, dont Mhm. l'objectif est de transmettre des valeurs de tolérance, de respect, de courage, de Ouais. persévérance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de tout cela? Ben, on fait pas les choses par hasard. Quand j'étais jeune à Cannes, mes parents n'étaient pas sur Cannes. Donc, c'est mes grands-parents qui me gardaient entre l'âge de 11 ans et 17 ans, on va dire. Après, mon père est revenu, ma mère, blablabla. Entre l'âge de 11 ans et 17 ans. Et c'est un âge où tu te découvres un petit peu et où tu commences à sortir, pas à 11 ans, mais si tu as des libertés, 12, 13, tu commences déjà, tu vois, les boîtes de nuit, même si tu n'as pas l'âge requis, mais tu t'arranges, tu négocies, tout ça, l'alcool, la drogue qui circule, les machins, tu vois, enfin, tu cherches un peu, les femmes, etc. et tout, les choses, bon, peuvent basculer très vite. Et comme j'avais beaucoup, beaucoup de liberté, j'en ai beaucoup, beaucoup profité et j'étais un peu sur une frontière, un peu à la marge. Je pouvais basculer, pas dans une grande délinquance, parce que j'avais quand même des bases éducatives, j'avais une chaleur qu'on m'avait donnée, j'avais pas, tu vois, un sentiment de... Bon.
mais faire des conneries, quoi, des conneries de gosse. Mhm. Et le football m'a structuré, m'a aidé par rapport à ça, parce que mon entraîneur était un entraîneur, mais avant toute chose un éducateur. Et cette passion pour le foot m'a beaucoup aidé, parce que là, j'étais au contact de jeunes qui, eux, étaient plus structurés, on va dire, avaient moins de manque affectif que moi, et puis n'étaient pas lâchés comme ça dans la nature. Et les vraies valeurs du sport, même si c'est un peu cucu de dire ça, sont des valeurs éducatives, effectivement, la persévérance, être confronté à l'injustice parce que tu ne méritais pas de perdre, ou que peut-être l'arbitre se trompe, le contrôle de soi, le vivre avec les autres, partager des moments très forts avec des gens de toutes origines, de tout horizon, culture, couleur, tout ce que tu veux, le goût du travail bien fait, vivre à travers des règles aussi, parce qu'il y a des règles dans le football, etc. La générosité, le don de soi par rapport à un partenaire, faire des efforts, etc. Bon, des tas de choses. Et mon entraîneur étant aussi un éducateur, ça a été pas un père de substitution, mais ça a été une référence, si tu veux. Donc le football a fait l'homme que je suis et que j'aurais été finalement toute ma vie. Et ça a été très important pour moi. Et à un moment, alors que je vivais à Paris, je vivais aussi un peu sur Marseille, où il y avait justement Cantona qui avait pris sa retraite, tout ça et tout. On se voyait là-bas, tout ça et tout. Et j'ai rencontré des gens contre qui je jouais à l'époque des équipes de jeunes, en cadet junior de la SCAN, tu vois, qui étaient alors entraîneurs dans des clubs de Marseille ou dirigeants dans des clubs, des clubs amateurs de Marseille, etc. Et puis j'ai fait la connaissance d'autres gens aussi, très sympas. Ils me disaient, allez Didier, viens nous voir, viens ceci, cela. Et là, j'ai vu la difficulté pour ces gens-là avec les jeunes, quoi, les contraintes qu'ils pouvaient avoir. Parce que nous, déjà à l'époque, dans le début des années 70, on était 12, 13 petits diables pour notre entraîneur. Mais on avait des bases quand même. Mhm. On restait des agneaux, on avait du respect, on était des trucs. Bon. Aujourd'hui, les jeunes, c'est plus compliqué. Et surtout, ils ont une capacité de concentration très faible pour les choses qui les emmerdent, quoi, quelque part. Donc, on a créé cette association Foot Citoyen et on a travaillé avec des psychologues du sport, des trucs machin, pour, par le biais du football et la passion qu'ont ces jeunes pour le football, pour les réorienter vers justement les valeurs de vie dont on parle. Donc, on a travaillé aussi même dans des prisons, on a travaillé avec la protection jeunesse judiciaire, c'est-à-dire des gosses qui sont à la marge et qui pourraient être en prison par rapport à des choses déjà qu'ils ont commises, mais comme ils sont mineurs et tout, mais qui sont passionnés de foot. Donc, on travaillait avec eux sur plein de choses, l'homophobie, le racisme, plein de trucs, mais en leur donnant aussi confiance en eux, en leur laissant, voilà. Enfin, ça serait trop compliqué ou trop long pour en parler, mais foot citoyen, c'était ça, quoi. Et pendant 15 ans, on a fait beaucoup de choses. Formidable. Mais c'était important de le faire. C'est une manière de rendre un peu au football, voilà. Didier, quelles seraient selon toi les évolutions positives pour le football d'aujourd'hui et de demain? Ah, les évolutions positives, il peut toujours y en avoir, mais je vais dire que pour les essentiels, c'est foutu. Parce que le football est devenu maintenant, je veux dire, un outil d'argent et de pouvoir, et il a perdu son sens premier, à mon avis. Alors, les matchs sont les arbres qui cachent la forêt, et on voit des beaux matchs, des belles choses, même si c'est toujours les mêmes équipes, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est toujours bon. L'argent a vraiment pris le pouvoir. Euh, Ça sera difficile. Je ne suis pas un grand fanatique de la VAR, même si peut-être si elle était bien utilisée pour certains points, je ne suis pas contre, comme la Goal Line technologie, ça je pense que c'est une bonne chose. Euh,
mais tout c'est mondialisé, c'est dommage parce qu'avant, il y avait un côté culturel dans le football. Les équipes de tel pays jouaient de telle façon, les équipes de tel continent, de tel. Aujourd'hui, tout le monde joue de la même façon, ça va à 1000 à l'heure, il y a des occasions toutes les 3 secondes. Et je trouve que. Et, et on veut que ça aille encore plus vite. Mais je comprends parce que c'est sociétal, parce que peut-être quelqu'un qui d'aujourd'hui, qui verrait des matchs du football il y a 40 ans, c'est pas que ça allait pas vite, parce que les gens couraient le 100 mètres en 11 secondes aussi, hein, et c'était des athlètes, si tu veux. Bon, ils n'étaient pas comme ça, mais euh, il y a trop de musculation, trop de physique. Mais bon, bah, maintenant, c'est comme ça, revenir en arrière, ça me paraît pas possible. Déjà, peut-être ne pas rajouter des règles aux règles pour que ça soit encore plus porté vers le spectacle. Là, j'entends dire que Arsène Wenger veut mettre une règle par rapport au hors-jeu où euh, s'il y a juste une petite partie du corps, peu importe la partie où il y a un lien entre le dernier défenseur et au départ du ballon évidemment et l'attaquant qui part en profondeur, s'il y a juste un petit lien d'1 centimètre, il n'y a pas hors-jeu. Ça veut dire qu'en soi, aujourd'hui, le joueur peut pas avoir le corps au-delà de ou très peu quoi, si tu veux. Donc il peut avoir un peu d'avance, mais pas beaucoup. Mais là, ça veut dire que le joueur peut avoir 1 mètre d'avance, mais si son pied droit derrière, ou qu'il soit gauche ou droit, a un rapport avec la main du dernier défenseur, si tu veux, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a Il y a pas un petit hors-jeu. rapport de serait-ce qu'1 centimètre. Et on rajoute encore des choses comme ça. Et c'est pour faire quoi? Pour qu'il y ait encore plus de buts, plus de spectacles, pour protéger encore, enfin, pour avantager encore plus les, enfin, pour qu'il y ait encore plus de buts. Et je suis pas pour. Ce qui fait la magie du football, ce qui en fait aussi son intérêt, c'est bien qu'il y ait des 5-4 de temps en temps, des 3-2, mais c'est la valeur du but. Et il y a de beaux 0-0, quoi. Il y a des choses comme ça. Et j'ai peur que, comme on veut à tout prix, et on américanise de plus en plus ce sport, quoi. On veut qu'il réussisse aux États-Unis parce que un continent pareil, qui a en plus beaucoup d'argent, ou beaucoup se doit, si tu veux, le sport, le numéro 1 mondial, ils comprennent pas, les Américains, de pas l'avoir. Et comme il y a quand même de plus en plus d'Espagnols, Mexicains, machin, nanana, mais pour que ça marche aux États-Unis, il faut que la télé le fasse. Donc j'ai peur qu'après on compartimente, ça devient 3 tiers temps, tu vois, les 5 changements, qu'à chaque changement il y ait de la pub. J'ai peur que derrière tout ça, voilà, si on pouvait qu'il garde un peu son essence, ça serait pas mal, quoi. Déjà garder ça, voilà, pas aller trop loin. Didier, le football, c'est d'abord et avant tout les émotions qu'il procure. Tu dis souvent, le football, comme nos amis argentins d'ailleurs, c'est un sentiment. Est-ce que on doit conserver Oui, ça? ben, ça devrait l'être, oui, effectivement. Là-bas, un sentimiento, c'est quelque chose d'essentiel. Derrière le maillot de certaines équipes, dans le dos, on le voit pas, mais c'est derrière, quoi. C'est marqué sentimiento. Je me souviens de maillots au Chili que j'avais acheté ou des choses comme ça. Et une fois, j'avais demandé à Maradona, qui est complètement fou de Boca Junior, il était joueur, mais après, tu vois, et à un moment, il était revenu à Boca, c'est quand il revient en Argentine, il revient à Boca, il est joueur, et j'étais au vert avec eux, et puis c'était la veille de son premier match, de son retour à Boca. Et il avait accepté que je vienne au vert avec eux, et que j'amène une caméra sur 10 minutes pour faire une interview avec lui. Et dans l'interview, je lui demande, parce que j'étais pas encore au syndicat mondial, là, j'étais préparé le syndicat mondial en douce, les gens ne le savaient pas, mais j'étais encore à France Télévisions. Et je lui dis, Diego, pourquoi Boca Junior, ça représente quoi pour toi, Boca Junior? Et elle me dit, Boca es un sentimiento. Et là-bas, quand on dit c'est un sentiment, bah, ça veut tout dire. On va pas tu vois, c'est pas la peine d'en faire des tartines. C'est un sentiment. Et le football, c'est ça. C'est un sentiment. Il y a un très beau chant d'ailleurs qui est repris par des supporters argentins.
Un sentimiento, no tratan de entenderlo. Un sentiment, n'essaie pas de l'expliquer, quoi. Un sentiment, c'est un sentiment. Voilà, les supporters de San Lorenzo chantent ça merveilleusement bien. Et plus qu'une émotion, parce qu'une émotion, c'est quelque chose de violent à un instant T, mais qui ne dure pas. C'est pas une émotion, sinon c'est la danse de Saint-Guy, je veux dire, tu es malade, non. Voilà. D'un coup, ça s'est emballé, bon, tu récupères peu à peu, voilà. Mais ça ne dure pas 10 minutes. Un sentiment, c'est quelque chose qui est sur le temps, quoi, un sentimiento. Pourquoi il aime Boca Junior? Mais bon, c'est un sentiment, mais c'est quelque chose qui a ses propres racines et tu enlèveras jamais ça. Donc c'est quelque chose de très profond. Donc je dirais que le football, oui, c'est les émotions, mais encore plus fort que ça, c'est un sentiment. Et c'est tellement dans les racines et c'est pas innocent. Comme je le disais à un moment, c'est un lien invisible que tu as avec l'enfance et c'est un instant de vérité où le temps d'un match s'arrête aussi par rapport à des actions et tout, et ça te ramène à l'enfance parce que ce sont des instants vrais. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont fausses. On te tient des discours, des gens se disent d'amitié, des trucs. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu grattes un peu, tu te dis toujours. Le football, même s'il y a le riche contre le pauvre parfois, ou le riche contre celui un peu moins riche, c'est un instant que tu vis. Voilà, tu vis un instant vrai, parce qu'il est là. Alors, peut-être qu'il y a quelques matchs arrangés, parce que peut-être qu'il y a un peu de dopage et tout. Mais en tout cas, quand tu le vis là, tu le sais pas. Et puis, c'est pas quelque chose de spécialement prononcé maintenant. Autrefois, oui, il y avait un peu plus de dérives, je pense. Donc, vivre quelque chose de vrai, déjà, ben, ça te ramène à certaines époques et notamment les choses que tu vivais le plus intensément et tu pensais en tout cas à ces moments-là qu'elles étaient vraies parce qu'il y avait une forme de vulnérabilité, de candeur, etc. C'est quand tu étais gosse et ça te ramène donc à tes parents, à la famille, à plein de choses et à ta vie quelque part. Donc c'est un sentiment, une émotion, mais un sentiment. Le football, c'est un sentiment, comme tu dis, Didier, profond et durable. Puzzle. Exactement. Magnifique ouvrage que je vous recommande. Didier, on arrive au terme de cet entretien et j'ai envie de te poser la dernière question. Est-ce qu'on va avoir le privilège de lire un Puzzle 2 dans pas longtemps, étant donné le succès qu'est ce premier tome? Eh bien, écoute, l'éditeur est partant. Moi, tu sais, j'aime bien découvrir d'autres choses parce que c'est une charge de travail. Moi, à la base, je suis pas littéraire. Ma manière de m'exprimer, c'est un langage parlé. Tu vois, même si on dit souvent, et je le prends comme un compliment, enfin, c'est dit dans cette manière-là, qu'on a l'impression de m'entendre, quoi, d'être sur mon épaule et en lisant les chapitres. Voilà, au moins, on sait que c'est moi qui l'ai écrit. Bon, mais au-delà de ça, je pense qu'il en faudra un deuxième pour boucler la boucle. Tu vois, cette soirée mémorable avec Socrates, ça sera, voilà, ça mériterait un chapitre et il y a des tas d'autres choses. Mais pas tout de suite. Tu vois, tout va vite, toujours. Savourons, prenons le temps, vraiment le faire quand j'en aurai envie. Si un jour j'en ai envie, je pense que j'en aurai envie. Mais là, c'est encore un peu tôt pour moi. Mais il pourrait bien y avoir un puzzle. Merci Didier, formidable entretien. Merci à toi Salim. On a beaucoup appris. Je vous recommande vivement de lire cet ouvrage de Didier Roustan, Puzzle, anecdotes croustillantes à chaque page. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle causerie du sport. Thank you.